Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, on est ensemble pour 90 minutes comme tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat, 90 minutes et deux grands thèmes d'actualité ce soir. D'abord, cette attaque sans précédent contre des milliers de membres du Hezbollah au Liban après les beepers hier, ce sont des talkie-walkie du parti pro-chiite iranien qui ont explosé aujourd'hui, une opération qui porte la marque des services secrets israéliens, même si l'État hébreu n'a rien revendiqué. À quel point le Hezbollah est-il affaibli? Quelle peut être la riposte de l'Iran et de ses alliés? Est-ce le prélude à une entrée en guerre d'Israël au Liban? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, la dignité d'une femme devenue le symbole du courage face au viol et à la soumission chimique. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À tous ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Dans ce procès des viols de Mazan, Gisèle Pelicot a refusé le huis clos pour que la honte change de camp, dit-elle. La soumission chimique, la culture du viol, la masculinité toxique, ce procès peut-il servir d'électrochoc dans la société française? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ces explosions en série qui visent des combattants et des agents du Hezbollah. Yann Effelé. La foule était réunie au sud de Beyrouth pour les obsèques de membres du Hezbollah tués hier quand des talkie-walkie explosent. Des détonations entendues à cet endroit et dans plusieurs localités du pays, comme une répétition des événements de la veille. À 15h, des centaines de déflagrations en même temps. L'objet qui explose, à chaque fois c'est beeper, un petit appareil placé dans la poche ou à la ceinture pour échanger des messages. Dans les rues et les hôpitaux, les blessés affluent. Le ministère de la Santé en dénombre près de 2800. Il y a au moins 12 morts, dont une fillette de 10 ans, tuée par l'explosion du beeper de son père. Les victimes sont en grande partie des membres du Hezbollah. L'organisation terroriste a immédiatement désigné Israël comme responsable et lui promet une punition. Le pays n'a pas fait de commentaires, mais a tout de même réuni le commandement de son armée hier soir. Le New York Times et les experts accréditent l'implication de l'État hébreu. Il est très probable que les Israéliens aient infiltré la chaîne d'approvisionnement, interféré avec les beepers, ajouté un certain matériau explosif aux piles ou aux beepers eux-mêmes et les renvoyé en attendant le bon moment pour le déclencher. Une manœuvre inédite et exceptionnelle par son ampleur. Ces beepers seraient issus d'une même cargaison, plus de 1000 unités modifiées, récemment importées par le Hezbollah. Plus discrets, plus difficiles à tracer que des smartphones, ils étaient plébiscités par les combattants. Leur chef avait lui-même publiquement appelé à s'en procurer. Sur les appareils concernés figure une inscription qui renvoie à une société domiciliée à Taïwan. Pointé du doigt, pressé par les journalistes ce matin, son directeur écarte toute responsabilité. Êtes-vous sûr à 100% que le produit n'est pas fabriqué à Taïwan? 100% sûr. Ce n'est pas votre entreprise? Non, ce n'est pas le cas. Selon lui, c'est une société partenaire hongroise qui les a produits. Face au risque d'escalade régionale, plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, ont suspendu leur vol avec le Liban et Israël. L'État d'Israël prépare-t-il une guerre au Liban? Ce sera la question fil rouge de notre débat avec Armin Arifi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes grand reporter au Point et ancien correspondant en Iran. David Rigoleros, bonjour et bienvenue, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le dernier numéro justement porte sur le Liban, polycrise et menaces existentielles. On est également en duplex avec le général Christophe Gomard. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen pour le PPE et ancien directeur du renseignement militaire. Et j'accueille également Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu, éditorialiste politique. On va consacrer le premier chapitre de ce débat au mode opératoire. Armin Arifi, beeper, talkie-walkie. Alors c'est un peu trivial ce que je vais dire, mais on se croirait dans un film d'espionnage. C'est exactement ça. On ne croyait pas nos yeux hier en observant les images et en observant le bilan quand même extrêmement lourd, aussi bien au niveau humain, avec 12 morts, 10 combattants du Hezbollah, 2 enfants qui étaient proches
qui étaient des enfants de militants ou combattants du Hezbollah. Et ce soir, sur les explosions de talkie-walkie, je vous interromps, parce que c'est vraiment une dernière nouvelle en cette fin d'après-midi, sur le ministère de la Santé au Liban, un bilan de 9 morts qui évidemment va peut-être évoluer dans les prochaines heures. Oui, effectivement. Donc c'est le mode opératoire qui est extrêmement nouveau, d'autant qu'on sait que le Hezbollah, notamment son secrétaire général Hassan Nasrallah, avait poussé ses combattants à se détourner de la technologie, notamment des téléphones portables. Or, il apparaît que ce sont des beepers qui ont été importés par le Hezbollah, qui ont été trafiqués à un moment de la chaîne de production avec des explosifs par les Israéliens. Et l'effet est là, le coup d'éclat du Mossad est énorme et l'effet psychologique est terrible dans la guerre que se livrent maintenant depuis 11 mois Israël et le Hezbollah. David Rigoleros, est-ce que c'est sans précédent et à quel point c'est un mode opératoire sophistiqué, ce dont on parle là? En tant que tel, si on prend la singularité, il y a déjà eu des éliminations ciblées avec des appareils, notamment des téléphones portables. Là, ce qui est sans précédent, c'est d'abord que ça ne vise pas les téléphones portables, ça vise effectivement ce qui était supposé se protéger justement davantage en évitant la téléphonie cellulaire, puisqu'il y a une traçabilité qui est plus importante, et donc en revenant paradoxalement à des moyens plus archaïques, susceptibles d'être moins exposés, et manifestement c'est pas le cas. Et puis ce qui est sans précédent surtout, c'est l'ampleur. L'ampleur de l'opération. Ça ne vise pas un individu, même s'il y a un ciblage quand même très spécifique, en l'occurrence les membres du Hezbollah, et notamment les cadres intermédiaires du Hezbollah. Puisqu'il y aurait, dans les milliers de blessés, il y aurait plusieurs centaines de membres du Hezbollah qui seraient sérieusement blessés. Certains seraient devenus aveugles. Et alors, last but not least, évidemment, ce qui n'était pas forcément prévu, il semblerait que l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, serait également blessé, justement. Donc, ça soulève beaucoup de questions pour la suite. Oui, évidemment, et sur le risque d'escalade dont on parle souvent sur ce plateau et qui, à chaque ligne rouge, entre guillemets, se pose d'une façon encore plus urgente. Quels moyens, Général Gomar, sont nécessaires pour réaliser une telle opération? Alors on va parler du silence pour l'instant des services secrets israéliens, mais de quels moyens on parle? Je pense que le service israélien, d'abord, Israël ne reconnaîtra sans doute pas cette attaque, même si, évidemment, tout concourt pour que ce soit Israël, le Mossad et l'armée israélienne. De mon point de vue, c'est un véritable succès pour leur service. D'abord parce que c'est une opération de très longue haleine. D'abord, il a fallu effectivement recueillir tous ces beepers, tous ces talkie-walkie, pour ensuite les équiper d'explosifs et ensuite les renvoyer, les reconditionner pour qu'ils atteignent leur destinataire. Donc de fait, c'est une opération à la fois de renseignement, d'opération spéciale, qui a pris du temps. C'est un vrai succès après l'échec du 7 octobre de l'an dernier pour les services de renseignement israéliens. Mais surtout, ça a nécessité beaucoup de temps pour s'assurer que les beepers aillent bien vers les destinataires que sont les membres du Hezbollah, parce que c'est bien eux qui sont visés. Et on voit le résultat, c'est plusieurs milliers de blessés et pour l'instant une quinzaine de morts. Donc c'est quand même assez incroyable comme opération. On l'a vu dans notre reportage d'ouverture, l'entreprise taïwanaise qui commercialise ces beepers a organisé en urgence une conférence de presse cette nuit pour renvoyer la responsabilité sur son fournisseur, qui est donc une société hongroise, qui, ce que j'ai lu, dit elle-même, c'est pas nous, on les a pas fabriqués, Armin Arifi. Ce sont des appareils, on l'a dit, assez rudimentaires. Est-ce qu'il faut forcément des complicités à l'intérieur du Hezbollah pour faire ce qui a été fait ? En tout cas, oui, forcément, et c'est pas la première fois. Enfin, on sait que le Hezbollah est un mouvement qui polarise beaucoup au Liban. D'ailleurs, comme la République islamique d'Iran en Iran. Et de fait, il peut y avoir... On sait que les Israéliens sont très bien renseignés et que pour, par exemple, pouvoir éliminer telle ou telle personne, ce qui avait été le cas de Fouad Choc, le numéro 2 militaire du Hezbollah au cœur de l'été, il faut des complicités. Donc évidemment, Israël savait que le Hezbollah
Hezbollah allait faire venir une nouvelle cargaison de ces beepers il y a de cela quelques mois, comme cela a été confirmé. Ils ont eu tout le loisir, entre le moment de la production, qu'elle a été à Taïwan ou en Hongrie, un pays qui n'est pas forcément très, on va dire, qui est plutôt même allié à Benyamin Netanyahou. On sait qu'il y a des liens très forts avec Orban. Il y a eu certainement un moment où les services de renseignement israéliens ont pu mettre la main dessus. En revanche, c'est encore une fois l'ampleur et le nombre de beepers trafiqués qui est assez exceptionnel. Mais ça peut se passer pendant la livraison aussi, éventuellement, ou c'est nécessairement la fabrication? Peut-être David les deux scénarios sont possibles. Ça paraît plus compliqué quand même au moment de la livraison, c'est-à-dire du transfert, qu'au moment de la production, où il peut y avoir sur site effectivement la possibilité de mettre les quelques grammes c'est l'équivalent du Semtex, manifestement, et puis de mettre associé le code qui sera déclenché a posteriori. On n'a pas pour l'instant suffisamment d'éléments parce que vu le nombre effectivement des objets concernés, ça paraît plus compliqué d'intercepter effectivement au moment de la livraison, de les substituer ou de les trafiquer que beaucoup plus en amont. Mais après tout, pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui puissent aller dans un sens ou dans un autre. On voit bien et on imagine dans ces entreprises la crainte, la peur de représailles, enfin le fait de surtout, enfin, c'est manifeste du responsable c'est manifeste de la part de l'enseigne taïwanaise qui dit nous on a un sous-traitant qui s'appelle BAC Consulting KFT à Budapest. Ça sont les Hongrois, oui. Ce sont les Hongrois, mais qui ne sont pas un lieu de production. Oui. Donc c'est une entreprise de conseil. D'ingénierie. De services justement de sécurité, de communication, mais pas de production. Donc il y a un énorme flou qui persiste effectivement pour l'instant. Oui. Votre avis là-dessus, Général Gomard, peut-être aussi sur la date de déclenchement, c'est-à-dire qu'il y a le premier temps hier avec les beepers, ensuite les talkie-walkie aujourd'hui. Évidemment, tout ça a été pensé, coordonné. Ah oui, je pense. D'abord, ça a fonctionné, ça a été déclenché par des ondes radio. Ces deux types d'appareils fonctionnent par ondes radio. Donc, ça ne doit pas être la même onde radio qui fait exploser les beepers et celle qui fait exploser les talkie-walkie. Donc, ça a été bien choisi. De mon point de vue, c'était l'occasion pour Israël de faire cesser les tirs de missiles ou de roquettes tirés depuis le Liban Sud sur Israël. C'était aussi sans doute pour éviter une éventuelle attaque, peut-être planifiée de la part du Hezbollah, puisque l'ensemble des cadres du Hezbollah ont été touchés. On parle de plusieurs milliers, on ne sait pas combien sont blessés définitivement dans leur chair de manière définitive, aveugles, des mains perdues, etc., etc. Combien mourront de leurs blessures. Donc de fait, ça annihile toute volonté de la part du Hezbollah, en tous les cas de manière temporaire, d'attaquer Israël. Est-ce que, David Rio-Larose, ça veut dire qu'il y a pu avoir dans la décision, c'est difficile de répondre peut-être à la question, mais dans la décision d'Israël de déclencher cette opération hier, peut-être une urgence ou une pression parce qu'ils avaient des informations comme quoi le Hezbollah allait mener de son côté une opération d'ampleur. Ce qui est sûr, c'est qu'une opération comme ça ne s'improvise pas en quelques semaines. Ça demande des mois. Il faut qu'elle soit pensée, élaborée. Il y a toute une infrastructure, une logistique du renseignement, donc des artificiers. Donc c'est quand même très très complexe. Et c'est ça le caractère exceptionnel de l'opération. Maintenant, le déclenchement, effectivement, il a pu. D'abord, on peut noter la simultanéité de l'annonce par les Israéliens d'un attentat qui vient d'être déjoué à Tel Aviv et qui aurait visé avec justement une bombe commandée à distance depuis le Liban, qui aurait visé à un ancien haut responsable des services de sécurité israéliens. C'est pas la première fois, mais manifestement, ça a été annoncé juste avant le déclenchement de l'opération en question. Et puis après, il y a au niveau de la rhétorique, il y a le gouvernement israélien qui vient de dire, enfin en tout cas le Premier ministre, que désormais, officiellement, l'un des buts de guerre déclarés justement par l'exécutif israélien, c'était de pouvoir ramener les habitants délocalisés du Nord depuis le 8 octobre, justement compte tenu de l'insécurité à la frontière. Alors il y a deux possibilités, soit ce type d'opération est là pour montrer au Hezbollah le risque qu'il prendrait effectivement à continuer dans une logique belligène,
ou alors éventuellement le prélude à une opération plus importante. Alors justement, on va parler avec vous, Mathieu, de la communication ou de la non-revendication par Israël. Le Mossad, pour l'instant, ne dit rien. Non, même si ça semble signé. Et le contraire aurait été étonnant, parce que dans le monde du renseignement, et en particulier pour le Mossad, il est rare qu'un service revendique ou démente même une opération. C'est parfois vos adversaires, vos ennemis qui le font pour vous, en vous accusant de l'avoir fait. Et puis il arrive même parfois qu'on vous attribue des opérations qui vous échappent, comme le confie récemment l'ancien chef du renseignement israélien Dani Yatom dans une interview accordée au site Grand Continent. C'est beaucoup plus puissant quand ça reste dans le noir. Le public peut penser, imaginer toutes sortes de choses qui ne se sont jamais produites, mais il est préférable de le laisser croire que James Bond l'a fait. Est-ce que cette règle connaît des exceptions? Oui, à commencer par les fiascos, quand il y en a, comme lors de l'élimination manquée en 96, vous vous souvenez de Khaled Meshal, le chef des services politiques du Hamas en Jordanie. Alors des agents israéliens du Mossad l'avait empoisonné en lui administrant un spray dans l'oreille. Oui. Voilà, avec un poison qui devait provoquer sa mort à retardement. Mais les membres du commando avaient été arrêtés. Le roi Hussein de Jordanie s'était fâché. Il avait exigé de Benjamin Netanyahou, qui était Premier ministre, qu'il lui livre l'antidote pour sauver Khaled Meshal, et en plus la libération de Cheikh Yassine, tout ça afin de récupérer les agents du Mossad. Bref, quand ça tourne à la Bérésina, généralement on l'apprend. Mais il existe aussi d'autres moyens de revendiquer sans le dire, c'est de divulguer, d'alimenter plutôt la presse israélienne notamment, mais aussi parfois américaine, avec des sources, vous savez comme on dit dans ces articles-là. Et on a ainsi quasiment tout su de la façon dont le Mossad avait éliminé Ismaël Haniyeh le 31 juillet dernier, y compris des détails, vous vous souvenez, dans sa chambre à Téhéran. Oui, bien sûr. Et il arrive aussi que le politique s'en mêle. Oui, parce que, rappelons-le, le Mossad est sous l'autorité directe du Premier ministre israélien, et il est arrivé que certains d'entre eux s'en servent à des fins politiques, aux grandes dames des espions qui auraient préféré souvent la discrétion. Dire ou ne pas dire, c'est ce qu'on appelle dans le monde du renseignement le dilemme de la divulgation, et les politiques parfois ne s'en embarrassent pas. En 2021, le Premier ministre israélien de l'époque, Naftali Bennett, avait ainsi révélé au grand public une opération infructueuse du Mossad pour tenter de retrouver Ron Arad, vous savez, un des plus vieux prisonniers, enfin, le plus vieux disparu. C'est un pilote israélien qui avait disparu au Liban en 1986. Ça, c'était pour l'opinion publique. De la même manière, 3 ans plus tôt, Benjamin Netanyahou, lui, avait révélé au monde entier une opération du Mossad qui était celle des archives nucléaires iraniennes. Vous savez, ils avaient mis la main sur une demi-tonne de documents en Iran et ramenés en Israël. Ça, c'était un coup du Mossad. C'était un secret de polichinelle pour la plupart, quasiment pour tous les services de renseignement du monde entier. Mais ça avait des visées de politique intérieure et bien évidemment de favoriser aux élections celui qui avait fait ces révélations. Évidemment. Merci Mathieu. Secret de polichinelle, Christophe Gomard. Est-ce que c'est une expression qui rentre dans le lexique ou dans le langage des services secrets, ça ? Oui, secret de polichinelle, oui. Mais c'est vrai que ce que disait Mathieu à l'instant, ce qui est vrai, c'est que les services ne révèlent pas en général quand c'est un succès. Et quand c'est un échec, malheureusement, ça se sait. On ne le revendique pas plus, mais en tous les cas, on voit bien d'où vient l'échec. Je pense que c'était l'occasion aussi pour les services israéliens de contrebalancer l'échec du 7 octobre, qui était sur le plan du renseignement un véritable, échec. Quand on voit le nombre d'Israéliens qui ont été tués dans ce pogrom anti-israélien à côté de Gaza, c'est l'occasion également de montrer le grand professionnalisme qui est leur, la durée qui est la leur. J'imagine qu'à cette occasion, ils voulaient peut-être viser également Nasrallah, espérant que lui aussi dispose d'un de ses beepers, mais Nasrallah n'en dispose pas. Nasrallah, à mon avis, comme tous ces dirigeants qui sont recherchés, ne dispose d'aucun moyen de communication. On a bien vu avec Ben Laden, on a bien vu avec des tas de gens, ils n'utilisent aucun de ces moyens de communication modernes, même si c'est un moyen de communication rustique s'agissant du beeper. Mais en tous les cas, ils restent dans une bulle qui ne permet pas aux services de les atteindre directement, soit de les écouter, les intercepter, soit éventuellement de les neutraliser. Sur le politique côté israélien, Armin Arifi, est-ce que Benjamin Netanyahou a besoin de revendiquer cette victoire? Parce que Mathieu nous disait, dans certains cas, finalement, les politiques dévoilent ce qui s'est passé. Bien évidemment, depuis en fait l'échec tonitruant du 7 octobre, le Premier ministre a approuvé toute une série d'opérations
à l'étranger, contre Ismaël Haniyeh, son élimination en Iran, contre Fouad Choc, le numéro 2 du Hezbollah au cœur de l'été, et contre toute une série de hauts gradés du Hezbollah au Liban pour essayer justement de marquer la supériorité technologique et en termes de renseignement du Mossad et de l'armée israélienne, et masquer aussi l'impasse dans laquelle il se trouve encore aujourd'hui à Gaza. Il ne faut pas oublier qu'à Gaza, les deux objectifs de guerre que sont l'éradication du Hamas et le retour de la totalité des otages n'est pas atteint. Il y a un grand questionnement, une grande interrogation quant à l'objectif politique de cette guerre à Gaza qui s'enlise. Pour l'instant, les négociations pour un cessez-le-feu sont au point mort, notamment après l'ajout d'une condition de dernière minute de la part du Premier ministre israélien sur le contrôle du corridor de Philadelphie dans le sud de la bande de Gaza, donc aux mains d'Israël. Donc clairement, ce genre d'opération permet de clamer victoire, d'infliger une défaite psychologique au Hezbollah. Maintenant, l'impasse actuelle entre le Hezbollah et Israël reste entière. Encore une fois, ça fait 11 mois que le Hezbollah et Israël s'échangent des tirs. Cela fait des dizaines de morts de part et d'autre, notamment côté Hezbollah, avec 400 combattants qui ont été tués par l'armée israélienne, 141 civils, 24 côté israélien soldats, 24 civils. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de fond, à savoir le retour des 80 000 Israéliens qui ont été déplacés par les tirs, le début de cette guerre entamée par le Hezbollah le 8 octobre au lendemain du 7 octobre. Le but de guerre dont nous parlait David Rigoleros. Il n'est toujours pas atteint et ce n'est pas cette opération, si spectaculaire qu'elle soit, qui va résoudre le problème. Et s'il y avait eu une guerre israélienne, si ça avait été le prélude à une guerre, je pense qu'on l'aurait eu depuis hier. Ce n'est pas arrivé. Alors, justement, c'est la question centrale de ce débat. L'État d'Israël prépare-t-il une guerre au Liban? Je voulais d'abord qu'on passe du temps sur le mode opératoire et on va, pour lancer ce chapitre, écouter cette analyse de Charles Lister qui est expert au Middle East Institute. Une attaque de cette ampleur, de cette portée, semble suggérer qu'Israël veut forcer la situation. Veut dire qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer un conflit à part entière que d'enlever 10 ou 20% de toute la force de combat du Hezbollah du champ de bataille et de détruire l'infrastructure de commandement, de contrôle et de communication. Alors, je veux bien votre avis là-dessus, David Rigoleros. Est-ce que c'est le prélude à une guerre au sens propre d'Israël au Liban? Ah, ça peut, mais c'est pas forcément nécessairement l'option qui s'imposera. Tout à l'heure, j'évoquais le balancement entre un message de dissuasion destiné au Hezbollah pour justement plutôt le pousser à accepter un certain nombre de choses concernant le sud Liban, c'est-à-dire notamment le retrait, puisque la question en fait de la sécurité du nord d'Israël, c'est la présence du Hezbollah à proximité de ce qu'on appelle la ligne bleue, où il n'est pas censé être présent selon la résolution 701 de 2006. Et donc ça peut être vu comme ça, c'est-à-dire comme un message destiné à montrer que Israël a les moyens effectivement d'aller beaucoup plus loin et qu'il serait bon à ce moment-là d'accepter effectivement une logique transactionnelle, notamment de retrait au moins partiel, selon le plan français à 10 km, même si du point de vue israélien, ce serait d'aller jusqu'au Litani, c'est-à-dire à 30 km, notamment pour éviter que les armes anti-chars et les frappes puissent se faire de manière telle qu'elles se font aujourd'hui. Et puis évidemment, l'autre option, mais pour l'instant c'est indéterminé, ça serait un prélude effectivement à une véritable guerre, dans la mesure où, au dire même de l'établissement politico-militaire israélien, le centre de gravité du conflit s'est déplacé de Gaza au nord. Ouais. Votre avis là-dessus, Général Gomar, est-ce que l'armée israélienne peut être sur les deux fronts en même temps? Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on parle d'une vraie guerre. Alors, de mon point de vue, non. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne cherchent pas à ouvrir un deuxième front. Ils cherchent à empêcher l'ouverture d'un deuxième front. Compte tenu du fait de ce qui se passe à Gaza, du fait, comme ça a été souligné, que ça fait presque 1 an que cette guerre a commencé et que, pour l'instant, Sinwar est toujours vivant, étant donné qu'il reste une centaine d'otages encore aux mains du Hamas, pardon. Donc pour moi, c'est pour empêcher l'ouverture justement d'un second front, en tous les cas la retarder au maximum, puisque en neutralisant plusieurs milliers de combattants du Hamas, finalement, ça ne peut faire que retarder. Et je ne crois pas, il y aura sans aucun doute une réaction du Hezbollah, et je crois que Nasrallah doit parler demain, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour dire qu'il va se venger. Mais de mon point de vue, la vengeance qui peut avoir lieu, c'est tirer plus de roquettes ou plus de missiles.
peut-être créer des attentats, mais c'est bien tout. Donc, de mon point de vue, Israël ne peut pas ouvrir un second front. Et cette action d'Israël contre le Hezbollah retarde éventuellement, voire annihile toute volonté du Hezbollah d'attaquer Israël. Armin Arifi ? Oui, alors moi j'étais en Israël cet été. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le Hezbollah pour la première fois qui a revendiqué le début des tirs de roquettes et de missiles anti-chars contre les villages du nord d'Israël, et poussant le gouvernement à décider dès le 20 octobre près de 80 000 Israéliens à quitter leur ville. Ça a été un avantage stratégique considérable pour le Hezbollah. Le Hezbollah, pourquoi est-ce qu'il a lancé ce front ? Parce qu'il l'a ouvert, il l'a bel et bien ouvert, pour essayer de soulager Gaza et montrer à l'ensemble de l'axe de la résistance, Iran, Yémen et Irak, Syrie, qu'il était en pointe dans le soutien aux Palestiniens et dans le soutien au Hamas. Le problème, c'est que... Ça veut dire quoi ? Il y a une espèce, pardon de vous interrompre, une espèce de concurrence entre ces groupes, ces organisations qu'on appelle les proxys de l'Iran. On va dire que c'est les plus puissants, on est en une pointe, collectivité au service de l'Iran et contre Israël. Ouais. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on a une guerre multifront, même si elle n'est pas de l'intensité de celle qu'on a à Gaza, mais ça fait, comme je le disais, 11 mois que des roquettes sont lancées de plus en plus profondément. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que côté israélien, la population, traumatisée par le 7 octobre, ne veut plus revenir au statu quo ante. C'est-à-dire qu'elle n'est plus prête à avoir le Hezbollah de l'autre côté de la frontière, à peine quelques kilomètres de là. Le problème, c'est, comme le disait le général Gomar, en Israël, l'establishment militaire, mais une partie aussi de l'establishment politique, est conscient qu'une guerre contre le Hezbollah serait catastrophique, car on ne parle pas là du Hamas, on parle d'un groupe avec au minimum 50 000 soldats, 100 000 de réserve et des missiles balistiques capables de viser les villes israéliennes. Ça serait un cataclysme, ça serait vraiment l'apocalypse, cette guerre, et les Israéliens le savent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de discussions, beaucoup de déclarations fortes, des attaques psychologiques autour de cette solution diplomatique qu'évoquait David Rigolet-Rosé, la retrait des combattants du Hezbollah. Mais le Hezbollah, lui, il ne lie pas cette guerre à Israël, il lie cette guerre, la fin de cette guerre, la fin de ce front à Gaza, et c'est là tout le problème. Alors le Hezbollah, vous venez de nous donner un certain nombre de chiffres, on va en avoir d'autres grâce à Audrey Vetaz. On va se poser la question de l'affaiblissement du Hezbollah à la suite de cette opération israélienne, même si elle n'a pas été revendiquée. Bonsoir Audrey, bienvenue à vous. On rappelle que ces beepers, puis les talkie-walkie visaient spécifiquement des membres du Hezbollah. Oui, ce mouvement islamiste chiite, hostile à Israël, allié de l'Iran et du Hamas, divisé en deux entités distinctes mais complémentaires. Il y a un parti politique au Liban, et puis il y a une branche armée. Quand on regarde les victimes, les premières infos qui nous arrivent, on trouve des centaines de combattants de cette fameuse branche armée. Pour beaucoup, c'est le moment où leur identité a été révélée, parce qu'elle était plutôt farouchement gardée. C'est la raison pour laquelle on leur avait demandé d'utiliser des beepers et pas des téléphones portables, des communications plus ouvertes. Alors, d'après certains spécialistes, il y aurait entre 10 000 et 50 000 combattants actifs. Quand on regarde le nombre, 10 000 et 20 000, pardon, 50 000, c'est vous qui l'avez donné. Jusqu'à 50 000, mais comme on ne sait pas vraiment qui est combattant actif, entre 10 000 et 20 000, ça signifie qu'au moins 20% d'entre eux ont été blessés dans ces attaques. Est-ce qu'on connaît certaines de ces victimes ? Oui, Mojtaba Amani, on va voir sa photo, c'est l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth. Il a été très grièvement blessé aux yeux. On ne sait pas pour l'instant si le beeper qui a explosé était le sien. Et puis d'après nos confrères de L'Orient le Jour, il y a aussi les fils de 2 députés du Hezbollah qui ont été tués, ainsi que des enfants, dont une fillette de 10 ans. C'est le beeper de son père qui a explosé. Et puis on a appris il y a quelques instants, via une prise de parole du ministre de la Santé au Liban, que des personnels soignants ont aussi été mortellement touchés. Écoutez. Nous avons 4 professionnels de santé qui étaient dans des hôpitaux. Leur beeper a explosé et ils sont morts. Des explosions qui ont donc eu lieu au Liban. Et pour cause, je vais vous montrer une carte. Elle a été réalisée par les journalistes du Monde. Et vous allez voir en vert, ce sont les zones de présence et d'influence du Hezbollah. On les trouve, on le voit, à Beyrouth et puis aussi dans le centre et le sud du pays. À noter aussi, Thomas, qu'il y a eu des explosions en Syrie avec au moins 14 victimes. Merci beaucoup, Audrey. Le Hezbollah affaibli évidemment pour ses communications. C'est ce que souligne cette experte.
S'ils n'ont plus de beepers, si les beepers risquent d'exploser et qu'ils ne peuvent plus les utiliser, et si le téléphone portable est un réseau dangereux, les outils de communication du Hezbollah sont cassés. Cela signifie donc qu'ils vont avoir un problème de communication. Et l'un des scénarios possibles, c'est qu'il ne s'agit que d'un début d'une opération militaire beaucoup plus importante au Liban. Si les membres du Hezbollah ne peuvent plus communiquer entre eux, alors les Israéliens ont une meilleure chance de gagner ou d'étendre les opérations au Liban. Christophe Goma, on voit la difficulté sur le nombre de combattants actifs et donc la difficulté de répondre à la question que je vais vous poser maintenant, à quel point le Hezbollah est affaibli par cette attaque israélienne. Je pense qu'il est affaibli parce que ce sont sans aucun doute, au-delà des chiffres, pour moi j'avais plus des chiffres en allant jusqu'à presque 50 000, ce que disait Armin Arefi, mais surtout ce sont, je pense, les cadres intermédiaires qui ont été touchés. Et chacun sait que dans une organisation militaire ou paramilitaire, ce qui compte beaucoup, c'est l'encadrement de contact, c'est-à-dire l'encadrement, ça n'est pas le haut encadrement, c'est l'encadrement intermédiaire, ce qu'on appelle dans le jargon des entreprises le middle management, qui permet en effet de coordonner les actions sur le terrain. Et effectivement, si ces gens-là sont touchés, blessés et incapables de combattre, en fait, ça casse la structure du Hezbollah pour quelque temps, à n'en pas douter. Votre avis là-dessus, David Rigolet-Rose ? Oui, d'autant plus qu'il y a aussi des cadres de haut niveau, puisque les chefs des brigades qui sont à proximité de la frontière, il y en a 2 sur 3 qui ont été, la structure du haut commandement a été décapitée, y compris des membres très importants de la force Radwan, qui est la force spéciale, justement, qui est l'équivalent de la force Nourba du Hamas, et qui représente une menace pour Israël. Et donc, il y a un ciblage très spécifique. Et le fait de faire les cadres intermédiaires, c'est une manière d'une certaine manière, d'anesthésier toute possibilité de transmettre des ordres dans une situation opérationnelle. Et donc, il y a une invalidation, au sens propre du terme, effectivement, de la structure militaire du Hezbollah, avec les incertitudes sur les objectifs, évidemment, qui sont sous-jacents à cette opération. Les objectifs d'Israël, évidemment. Armin Arefi, c'est peut-être dans le temps qu'on pourra évaluer l'affaiblissement du Hezbollah. C'est trop tôt pour le dire, sans doute. Bien évidemment. Maintenant, encore une fois, l'effet psychologique est énorme. En termes militaires, on est peut-être à jusqu'à 10% des forces du Hezbollah qui sont au minimum blessées. C'est important s'il y a une volonté israélienne de profiter de ce désordre, de ce chaos et de ce coup psychologique pour entrer en guerre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas un problème, au contraire, mais la situation, c'est qu'Israël, pour l'instant, ne rentre pas en guerre. On ne sent pas d'appétit en Israël au sein de l'establishment militaire et d'une partie de l'establishment politique pour un conflit, encore une fois, parce que si le but est de ramener les Israéliens dans leur ville, c'est pas une guerre contre un ennemi autrement plus important que le Hamas qui va résoudre la situation. Côté Hezbollah, c'est très intéressant. Si le Hezbollah, il y a un paradoxe, le Hezbollah a commencé la guerre en soutien avec Gaza, mais le Hezbollah n'a jamais voulu élargir le conflit à un conflit de grande échelle. Et il en va de même pour le parrain du Hezbollah, l'Iran. Et c'est donc le Hezbollah, il y a eu 2 phases dans cette guerre. La première phase où il y avait une sorte d'attaque-réponse entre Israël et le Hezbollah. À partir du mois de janvier, Israël a changé la nature de cette guerre et est passé à des éliminations beaucoup plus ciblées en profondeur, comme s'il voulait profiter de la situation pour affaiblir le Hezbollah. L'affaiblir, oui, entrer en guerre, pas forcément. Le but étant au final qu'il y ait un accord politique qui pousserait le Hezbollah à se retirer de la frontière, pourquoi pas jusqu'au Litanie, à 30 km d'Israël. Général Gomar, une dernière question, parce que vous allez devoir nous quitter sur finalement la puissance militaire du Hezbollah, parce que là, effectivement, des cadres intermédiaires ont été soit tués, soit blessés, mais ça reste l'allié de l'Iran le plus puissant. Militairement. Aujourd'hui, oui. Militairement, c'est le plus puissant. Mais justement, ce qui est très, très bien souligné par Armin Arefi, l'idée des Israéliens, c'est de faire reculer le Hezbollah au-delà du Litanie pour permettre aux villageois israéliens et aux Israéliens de regagner leurs maisons qui sont situées justement non loin de la frontière libanaise. Mais pour ça, je pense que cette série d'attentats ciblés est l'occasion de dire à la fois aux Libanais et à la fois au Hezbollah, on peut aller plus loin, on peut continuer. Donc soit vous arrêtez de nous balancer des roquettes et ça permet à notre population de revenir dans ces villages et le Hezbollah recule
au-delà du litanie. Et derrière, c'est bien ça, c'est le message qui est donné également aux autorités libanaises. Merci beaucoup Christophe Gomard. Une question sur le poids du Hezbollah dans la société libanaise aujourd'hui. Ça représente quoi? Parce que le Liban est quand même éclaté, fragilisé. Ça profite au Hezbollah? Oui, alors c'est le dilemme du Hezbollah, parce que le Hezbollah, c'est un parti politique, c'est une milice. Il est ancré, c'est pas un corps étranger au Liban. Oui. Même si évidemment il y a des tensions avec les autres communautés, mais c'est pas un corps étranger. Et d'ailleurs, au moment des accords de Taïf, il a bénéficié d'une exception, c'est-à-dire de la possibilité de conserver ses armes, contrairement aux autres milices, au motif qu'il était le fer de lance de la résistance justement à Israël. Mais en même temps, il est, ce que je disais tout à l'heure, il est indexé sur l'agenda iranien. Et donc il est tiraillé entre... C'est une création du corps des gardiens de la Révolution dans les années 80. Donc c'est le bijou en fait de l'Iran. Et là, ça va être un problème, ce qui s'est passé. Il y a l'affaire de l'ambassadeur, qui manifestement est grièvement blessé. Et puis l'affaiblissement du Hezbollah, il y a un problème de crédibilité aussi pour Téhéran. C'est-à-dire que le Hezbollah est une arme de dissuasion projetée à l'extérieur. Et à partir du moment où cette arme de dissuasion, qui était dans une posture qu'on pourrait qualifier de patience stratégique à la demande de Téhéran, mais vu les événements qui se produisent, cette patience est mise à rude épreuve. Et donc la question, c'est de savoir ce que va demander l'Iran, mais aussi ce que va demander le Hezbollah à l'Iran. Parce que justement, il paie le prix du sang depuis le 8 octobre, avec 400 morts, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il y avait eu dans la guerre en 2006. Et donc, il va s'adresser aussi à Téhéran en disant maintenant, quid ? Alors, je vous donne la parole tout de suite, mais justement sur la réaction iranienne, on écoute le porte-parole de la diplomatie américaine. Nous exhortons l'Iran à ne pas se servir du moindre événement pour tenter d'alimenter l'instabilité et d'aggraver encore les tensions dans la région. Tel est le message que nous adressons à l'Iran depuis le 7 octobre. Oui, on verra bien ce qui se passe dans les prochains jours. Je reprends la question posée par David Grigolero. Que peut demander le Hezbollah à l'Iran, à son grand frère, ou je ne sais pas quel terme employer? Je pense que déjà le Hezbollah a déjà prouvé qu'il pouvait répliquer lui-même, sauf que depuis le 8 octobre, il fait très attention aux lignes rouges israéliennes, qu'il n'y ait pas de morts, en tout cas un nombre important de morts civiles, pour changer les règles d'engagement et pousser Israël à réagir. Aujourd'hui, et le Hezbollah et l'Iran se trouvent dans une situation, un dilemme terrible, parce que cela fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois qu'ils essuient un certain nombre d'assassinats ciblés sur le sol iranien, au Liban, de plus en plus profond dans les bastions du Hezbollah, jusqu'à Baalbek à l'est du Liban, sans qu'il y ait de réponse, on va dire, de même niveau, une réponse parallèle. Avec un décalage entre le verbal et ce qui est réalisé après. Par exemple, l'élimination par Israël du numéro 2, Fouad Chokr, de l'appareil militaire du Hezbollah, a donné lieu à des salves de roquettes qui ont été tirées. À ma connaissance, il n'y a pas eu de mort côté israélien, ou peut-être si un mort militaire, mais un officier de second rang. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a conscience en Iran et à Beyrouth, dans les bastions du Hezbollah, que Netanyahou cherche en fait un conflit régional pour s'extirper de l'impasse actuelle à Gaza, où il n'y a pas de solution politique, en créant un conflit régional. Et qui dit conflit régional dit implication des États-Unis. Depuis le 7 octobre, les États-Unis s'emploient pour éviter qu'il y ait un conflit régional et éviter de s'investir aux côtés d'Israël. Si Israël était attaqué, si l'Iran et le Hezbollah tombaient dans le piège tendu par Benyamin Netanyahou, à savoir une riposte qui forcerait derrière les Israéliens réagiraient vraiment le début d'une guerre, alors les Américains, en période électorale, seraient contraints d'intervenir. Et ça, les Iraniens et le Hezbollah qui voient le temps long, qui voient qu'Israël est affaibli par cette guerre qui ne se termine plus, est interminable à Gaza, ne comptent certainement pas, ne veulent pas tomber dedans. Le problème étant qu'aujourd'hui, ces attaques, comme encore celles d'hier, leur coûtent énormément de popularité au sein des populations de ces pays-là, mais également au sein de l'axe dit axe de la résistance. Un mot de la réaction américaine, David Grigolero. Les Américains ont dit on n'a pas été prévenus. Ça veut dire quoi? L'administration Biden, un peu spectatrice de ce qui se passe? C'est le principe anglo-saxon plausible deniability, déni plausible, qui est d'ailleurs utilisé aussi par les Iraniens
à l'occasion. En l'occurrence, ils ont dit deux choses, qu'ils n'étaient pas à la fois impliqués et informés, ce qui n'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Impliqués, ils étaient vraisemblablement pas impliqués. Informés, le doute est permis, même si ce type d'opération, quand même, se fait en général de manière très, très on va dire, étanche. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait des fuites. Mais enfin, il est vraisemblable quand même que les services américains ont dû avoir vent de l'opération effectivement du projet israélien, même s'ils n'ont pas été informés explicitement au moment où ça s'est produit. Sur le fond, je rejoins Armin, RFI, c'est qu'effectivement le paradoxe de cette situation qui est explosive, c'est que les Américains font tout pour éviter un élargissement du conflit, comme l'Iran, d'ailleurs, alors même qu'ils sont des ennemis désignés, déclarés, tout simplement parce que les deux acteurs savent très bien que les conséquences d'une logique d'engrenage qui serait potentiellement dévastatrice et incontrôlable. Mais en même temps, le mauvais calcul est toujours possible. Maintenant, j'aimerais juste souligner, il y a quand même, elle est assez spectaculaire quand même cette déclaration du porte-parole américain, parce qu'il appelle l'Iran à la retenue, alors qu'on a quand même un ambassadeur iranien qui a été visé quand même par une explosion qui lui a fait perdre l'œil. Donc on voit encore un certain deux poids, deux mesures de la part des Américains. Imaginons un instant l'inverse, que ce c'eût été un ambassadeur israélien qui a été victime d'une bombe. Ça aurait été une déclaration de guerre. Oui, effectivement. Un dernier mot, un dernier thème, on va prendre encore 2 minutes pour en parler. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU annoncée pour ce vendredi. Alors, on avait déjà consacré des débats sur les Nations Unies et son utilité, mais il s'y passe quelque chose encore dans une réunion comme celle-là ? Oui, de toute façon, ce type de réunion, on connaît le scénario quasiment à l'avance, dans la mesure où il y a des logiques d'obstruction. Là, en l'occurrence, de toute façon, il n'y a pas eu revendication. Donc, c'est très difficile de pouvoir, on va dire, instruire. Pointer une responsabilité. Oui, et donc vraisemblablement, ça sera une des manifestations convenues au niveau du Conseil de sécurité, même si tous les acteurs sont conscients de tout ce qui est sous-jacent. La solution, elle est connue, elle vient justement de l'ONU, de la résolution 1701, à savoir pas d'armes ni de combattants du Hezbollah dans le sud du Liban, pas de survol du Liban, de l'espace aérien du Liban par Israël, et la vérification par les forces de l'ONU. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis la FINUL, voilà, le problème, c'est que les forces de la FINUL, depuis maintenant 18 ans, elles sont bien incapables de veiller à la mise en place de cette résolution. Mais comme le disent tous les acteurs sur place, il ne faut pas réinventer la roue. La solution, on la connaît, il n'y en a qu'une, elle est diplomatique, elle finira par être diplomatique. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, David Rigueilleros, le dernier numéro, on est au cœur de notre thème Orient stratégique consacré justement au Liban. À bientôt sur Public Sénat.